Bon, c'est l'épisode de l'amour. De l'amour. De l'amour retrouvé. Je ne sais même pas, honnêtement, si c'est la bonne formulation. Donc, je vous invite à nous envoyer vos propositions. Je ne sais pas si l'amour retrouvé est la bonne, vraiment la bonne formulation. Non, je crois que c'est plutôt une image d'Épinal, tu vois, qu'on a de... Comme si on retrouvait l'amour. C'est hyper bizarre. Oui. Mais par contre, retomber amoureux... Comme si tu l'avais perdu. Non, mais c'est ça. Mais cela dit, tu sais, moi, je pense que se séparer, c'est un moment où il n'y a plus assez d'amour ressenti pour l'autre. Mais en fait, je me dis que se séparer, c'est retrouver l'amour de soi, quoi. C'est ce que... écoute, vraiment, c'est ce que j'allais dire. Tiens, je te fais un effet. Mais ouais, mais j'allais carrément. dire exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression que, entre-temps, j'ai vraiment appris à m'aimer moi beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est totalement indépendant. Enfin, pas totalement, mais c'est indépendant de coucher avec quelqu'un, pas coucher avec quelqu'un, aimer quelqu'un, pas aimer quelqu'un, être aimé en retour, pas être aimé en retour. Cet amour de soi, en fait, ouais, ça a été la grosse aventure de ma vie post-séparation quand même. Je sais pas, c'est super bien, quoi. Bien sûr. Mais non, mais c'est vrai. Et puis, je crois que ça vient aussi, je crois qu'on n'a pas, de toute façon, on n'a pas le choix. À partir du moment où tu te retrouves célibataire, t'as pas le choix que de te retrouver avec toi-même, quoi. Ben, je pense qu'il y a plein de gens qui font d'autres choix, justement. Ah, tu veux dire qu'ils finissent par se maquer quasiment automatiquement avec quelqu'un, c'est ça? Non, pas du tout, mais moi j'ai entendu la dernière fois, ça m'a fait de la peine, mais j'étais dans un bistrot, tu vois, et il y avait un gars à côté qui discutait avec ses copains et qui disait, moi de toute façon, plus jamais, en fait. Ça m'a fait tellement mal, plus jamais. Et en fait, c'était pas... en plus c'est le cas d'école qu'on donne pour quand on veut expliquer ce que c'est la vulnérabilité et comment les gens mettent des stratégies en place pour éviter d'être vulnérable, tu vois. Ils disent typiquement quelqu'un qui était amoureux, qui s'est fait larguer ou tromper et qui dit bon, plus jamais, je me remets plus jamais. En fait, c'est juste que la personne veut plus souffrir. Mais en fait, la vie, elle est pas faite comme ça, en fait. Donc, soit tu dis oui, soit tu dis non. Mais quand tu dis non à la souffrance, c'est un gros coup, en fait. Bien sûr. Parce que dire non à la souffrance, ça se fait par des stratégies d'évitement qui peuvent aller jusqu'à, enfin, tu vois, beaucoup d'addictions sont faites pour ça, en fait, hein, pour éteindre la douleur, ils disent to be numbed. Donc, se faire anesthésier, c'est voilà, ça? Pour que tous tes sens soient anesthésiés. Et effectivement, tu souffres plus à ce moment-là, mais alors ça, tu perds tout, quoi. Tu perds la vie. Ouais, tu peux en perdre la vie, ouais. Enfin, avec un grand V, pas forcément. Les deux, en fait, ouais. Je sais pas si t'as vu cette série qui s'appelle Love Life. Non. Qui est disponible sur OCS, je crois, en France en légal, où c'est à travers 8 ou 10 épisodes, je sais plus, l'histoire de cette fille et de ses histoires amoureuses. Donc un épisode égale une histoire amoureuse, égale génial, comme idée. Une leçon, tu vois, qu'elle prend sur elle ou qu'elle garde avec elle de son histoire passée. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, tu vois, il y a ce truc d'aller chercher à droite à gauche, d'aller picorer chez des gens et avec des expériences, des trucs qui finissent par te faire grandir, toi. Ouais. Et je trouve que si tu regardes d'une manière générale les ruptures et dont on parlait notamment de l'échec dans le premier épisode, de l'impression d'échec, la sensation d'échec. Voilà, après ta relation, et que tu le vois plutôt comme en fait ça m'a permis de pouvoir apprendre ça et je reprends ça avec moi, c'est vachement plus positif. Bien sûr, c'est plus positif et puis ça vous construit, quoi. Puis après, peut-être qu'on peut appeler ça échec, hein, et se dire j'ai échoué et qu'est-ce que j'en apprends malgré tout, tu vois. C'est pas si grave d'échouer. C'est peut-être pas si grave, ouais. Mais bon, moi j'ai du mal quand même enfin, en tout cas, je vois pas du tout ma relation avec mon... Du coup, ça aussi, appel à concours. Comment appeler son ex-mari alors que c'est pas un ex-mari, c'est une position très 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 spécifique dans ma vie qui n'est pas une amitié. Le père de tes enfants. Oui, mais c'est plus que ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il soit hyper heureux. Je veux qu'il soit hyper amoureux. Je lui souhaite plein de bien, quoi, tu vois. Mais c'est pas une amitié non plus parce que y a plein de terrains qui restent dangereux ou trop douloureux qu'on n'aborde pas. Il reste des non-dits. Je suis pas aussi libre
qu'avec une amie. Tu vois, c'est pas aussi gratuit d'une certaine manière. Il y a toujours des enjeux. Mais je trouve que réduire ça à un ex-compagnon, c'est en fait très pervers. C'est très toxique et très pervers. Mais pour en revenir à cette histoire de retomber amoureuse ou ressentir tu vois, les papillons pour quelqu'un, etc. Déjà, ça revient. Non, mais je sais pas, j'aurais bien aimé entendre ça quand j'étais au fond du trou en me disant je retrouverai jamais personne. Et tu vois, on parlait de faire ses profils Tinder là la dernière fois. Et moi, il y a eu un moment où j'ai une copine qui fait fais ta demande à l'univers, hein, tu sais, les fameuses demandes à l'univers. Oui. Et je dis mais comment ça, je vais faire ma demande à l'univers? Ah non, c'était mieux que ça. C'était mieux que ça. Donc je venais de rompre pour la 72e fois avec un 72e amoureux. J'étais dévastée pour la 72e fois, tu vois. Et là, j'ai une de mes meilleures amies qui est plus âgée que moi et qui me dit maintenant Maï, va falloir réfléchir. J'étais là, quoi? Mais comment ça? Elle me dit oui, maintenant va falloir réfléchir en fait, parce que pour une raison ou pour une autre, ton intuition, elle a été toute perturbée. Et donc, tu recrées à chaque fois le même pattern. Les hommes que tu choisis paraissent tous différents, mais en fait, il y a un noyau à l'intérieur. Il y a quelque chose qui revient toujours à la même chose. Et c'est en fait le même choix sous un autre visage. Et donc maintenant, il va falloir réfléchir. Et là, elle me dit, ça paraît pas très romantique comme ça. Mais en fait, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est son oncle qui lui avait donné, donc je redonne ce conseil-là. Et je sais plus, juste après, je déjeune avec une copine, Sophie, si tu es là, je t'embrasse. Coucou. Et Sophie, elle me dit, fais ta demande à l'univers. Ah. Et là, j'étais là, non, mais attends, je vais pas faire ma demande à l'univers. De quoi tu me parles? Je dis, non, mais vas-y, tu vas voir. Et donc là, je commence à demander à l'univers. Et je peux te dire que t'emmènes pas large quand tu dis je voudrais. Comment est-ce que je pourrais oser demander, tu vois, quelqu'un dans ma vie? Et ça m'a mis face à, c'est pas un manque d'ambition, mais c'est un manque de, c'est un endroit en tout cas où j'avais 3 ans, quoi, tu vois, où tout d'un coup je me retrouvais dans la peau d'une petite fille qui n'ose pas demander. Et forcément que quand t'es une petite fille qui ose pas demander, t'obtiens pas des choses qui te rendent très très heureuse. C'est logique en fait. Et je me suis donc obligée à faire cette demande à l'univers. Et je me rappelle par exemple à l'endroit des enfants, tu vois. Au début c'était je vais pas dire tout de suite que j'ai des enfants. Tu vois, il y a un truc de fou quand même. Ouais. Ça me paraît fou aujourd'hui, mais tu vois, j'étais dans cet état-là de telle fragilité, de personne voudra de moi. Si je leur disais la vérité, donc, tu vois, je me suis rendu compte que mon truc, c'était si jamais ils savaient la vérité, mais jamais ils signeraient. Et donc, je me suis obligée, encore plus que sur le profil Tinder, à dire, ok, en fait, je voudrais un homme qui soit ok avec le fait que j'ai des enfants. Et puis après, c'était non, mais tu peux peut-être être un peu plus exigeante. Donc, je voudrais un homme qui soit qui aime bien les enfants, Et puis ça a fini par je voudrais un homme qui comprenne que si j'avais pas eu ces enfants-là, je serais pas la meuf géniale que je suis aujourd'hui, tu vois. Mais ça a été vraiment écrire et réécrire cette lettre. Ça a été aller jusqu'au bout d'un désir en fait. Et c'est marrant parce que tu vois, j'avais écrit par exemple sur cette lettre, je voudrais un homme adulte. Je voudrais un homme qui réfléchisse sur lui-même. Je voudrais un homme qui soit dans le soin de l'autre. Et je voudrais un homme jeune parce que je voudrais avoir un 3e enfant. Et tu vois, c'était vraiment la liste au Père Noël. Et en fait, j'ai trouvé le Père Noël direct. Mais j'avais pas du tout parce que tu vois, moi je voulais avoir un homme jeune avec qui m'installer en banlieue, avoir un chien et un 3e môme. Et en fait, c'était pas un vrai désir. La vérité, c'est que c'était pas un vrai désir, c'était un désir de sécurité. Et en fait, quand j'ai rencontré mon compagnon aujourd'hui, Jerry,
Qui a une barbe de Père Noël, si on peut. Donc voilà, qui est chauve avec une barbe blanche, c'est quand même énorme. Il n'était pas du tout dans mon scope parce que j'avais pas demandé ça à l'univers. Alors évidemment que c'était un homme très adulte qui travaillait sur lui, qui prend soin des autres. Donc ce qui était essentiel m'avait été donné. En tout cas, je l'avais vu tout d'un coup parce que j'avais formulé ce désir-là. Et je me rappelle qu'à l'époque, je draguais un mec. En fait, j'avais écrit la liste pour avoir le mec. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me suis dit, j'étais en face de lui, je me disais, mais en fait, j'ai écrit la liste pour t'avoir, mais ça marche pas comme ça, tu vois? Trop drôle. Et je me rappelle d'une date où je m'étais faite super belle et tout. Et lui, il arrive en retard et genre en jogging, quoi. Et en fait, je le vois arriver, je fais, ok, c'est bon, j'ai compris. Il veut pas et c'est ok. Et en fait, on a passé une super soirée, alors que jusque-là, j'avais toujours, tu sais, le syndrome de la petite fille parfaite qui, quand elle fait très très bien son travail, a 20. Et et elle est la première de la classe. Et tu vois, dans les relations humaines, ça marche pas comme ça. Et j'avais une colère et une frustration énorme quand un homme me disait non, quoi, alors qu'il a totalement le droit de me dire non, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que Jerry, donc la personne avec qui je suis encore aujourd'hui, eh ben c'était cet homme-là, mais 20 ans plus tard, et que j'avais en fait besoin de quelqu'un de beaucoup beaucoup plus mature. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et quand j'ai rencontré Jerry, j'ai rencontré un grand amour. Où la question de est-ce que ça va durer toute la vie, est-ce que je vais avoir un troisième enfant et tout ça a été totalement évacué tout de suite, quoi. Et ça m'a fait grand bien. Parce que c'était pas dans son projet. Parce qu'en fait Jerry, il est tellement, c'est quelqu'un qui est sur le moment présent. Alors c'est marrant parce que oui, bon, c'est ok, bon, on va le dire. Il m'a demandé en mariage. Ok. Et après la première joie, tu vois, la première vague de joie, j'ai une sorte de crise d'angoisse, tu vois, sur me retrouver pieds et poings liés avec quelqu'un, quoi, tu vois. Et c'est fou parce que je lui avais dit, mais c'est pas du tout notre relation, tu vois. T'es hyper rock'n'roll, on est sur le moment présent, et si demain ça marche pas, bah ça marche pas, et c'est comme ça, et tout ce que ça nous aura apporté, c'est déjà une merveille, et on doit cultiver ça, pas se marier, quoi. Tu sais, et puis pourquoi, bon, bah voilà, ce pourquoi truc. il t'a demandé en mariage, c'était plutôt pour répondre à ton besoin de sécurité, tu penses, avec leur recul? Je pense qu'il y avait de ça. Il y avait aussi, en fait, que il aime. C'est une personne rock'n'roll, mais c'est une personne d'engagement. Tu vois, il est thérapeute, il a des groupes de parole d'hommes. Son groupe de parole le plus ancien, il a 20 ans. Et on sait que ça va durer jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est un engagement hyper fort. Et donc, il a ce truc à la vie, à la mort, tu vois. Mais moi, ça sortait totalement de ce que je ressentais pour cette relation et ce que je désirais pour cette relation. Et bon, peut-être qu'on se mariera, tu vois, mais ça nous a permis aussi d'avoir cette discussion. Et oui, il y avait quelque chose de totalement nouveau dans cette relation par rapport aux autres personnes qui ont partagé ma vie depuis la séparation. Il y en a eu 2-3, quoi. Qui étaient de on va grandir ensemble. Et ça, c'était totalement nouveau comme contrat. Parce qu'en fait, on se passe des contrats, tu sais ça. On a des contrats, tu vois, implicites, mais un peu enfouis aussi, un peu. Et typiquement, je pense que le contrat inconscient sur lequel on est programmé, nous les femmes, c'est tu vas faire de moi une reine, quoi. Tu vois, un peu. Donc, quand t'as eu ce temps de célibat où tu t'es retrouvé, ou tu t'es trouvé tout simplement, et que t'as ce truc de souveraineté et d'intégrité que t'as déployé auprès de toi pour toi-même, et ben forcément que t'attires pas les mêmes personnes. Et que la personne qui va rentrer dans ce champ-là, eh ben, c'est pour grandir ensemble. Et ça, par contre, c'est un lieu que tu peux pas, enfin, comment dire,
tu dois ressentir ça, toi aussi. C'est quelque chose que tu peux pas avoir seul. Mais clairement. Ah, ça, c'est impossible. La connexion que tu as avec une personne que tu aimes et qui grandit avec toi et qui est OK pour grandir avec toi, mais grandir, c'est pas confortable. Donc, c'est plein de moments d'immense bonheur, d'immense connexion. Tu vois, t'as envie de chialer juste en mangeant des pâtes ensemble. Ouais. Mais c'est aussi plein de moments où très inconfortable. Très très inconfortable, où tu vas aller dans des endroits qui te font peur et dans une réinvention perpétuelle qui est vraiment vraiment pas confortable. Et quand t'es là, et ben en fait tu te rends compte qu'il y a pas grand monde qui peut être là avec toi en fait. Et du coup tu redeviens monogame. D'une certaine manière. Back to la monogamie. Back to monogamie. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Jerry ? On s'est rencontrés il y a 6 ans et ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. Mais ça aussi, tu vois, c'était quelque chose de tomber amoureux. Ça a été très lent parce que on vit pas dans le même endroit. Je cherchais un jeune homme pour refaire un enfant. Donc Jerry, il a 13 ans de plus que moi. Donc tu vois, il était pas du tout dans l'horizon. Et c'est ça aussi, j'aurais bien aimé l'entendre. Et c'est ce qui m'a permis d'être hyper naturel dans mon contact avec lui. D'être dans un truc, pas du tout de attention, je prépare le lasso. Ça y est, je t'ai eu, je te tire vers moi et tu peux plus bouger quoi. Avant c'était ça moi, la séduction c'était OK, le lasso, je vais le construire comme ça, si je dis ça, mais c'était très inconscient hein, mais c'est ce truc d'hyper adaptabilité qui fait que tu sais ce que tu dois dire, tu sais comment tu dois t'habiller, le langage que tu adoptes, tout en fait. Tu vois, j'étais un caméléon et sur certaines situations, ça m'a beaucoup aidé et sur d'autres, ça a été le pire des pièges, quoi. Et donc là, comme j'étais pas du tout dans la séduction de Jerry, eh ben, j'étais dans très très naturel et pas du tout sans plan, en fait. Donc il y avait une forme de gratuité dans les premiers liens qu'on a tissés qui a auguré de tout ce qui s'est passé ensuite, quoi. Ouais. Parce qu'à force de t'adapter, tu finis par te perdre, t'oublier, toi. Bah bien sûr. Et puis t'oublier, même pas savoir qui t'es, quoi. Et ça continue, hein. Mon pattern, tu vois, mon système opératoire, il est pour toujours, hein. Je pourrais jamais changer ça. Je serai toujours dans une forme d'adaptabilité. Mais voilà, c'est juste que j'arrive à le repérer un petit peu plus vite. Et puis mettre le curseur peut-être moins haut, quoi. Voilà, exactement. Et puis de savoir que ça existe et que c'est un piège, bah ça je pense que ça m'aide sur plein de trucs. J'ai honte, j'ai vachement parlé. Bah non, mais et toi? Bah moi, mon histoire post rupture, elle commence par une rencontre un peu fortuite avec une fille où on décide de se dater un peu par hasard et en fait on s'apprécie bien, on se kiffe bien et en fait de fil en aiguille on finit parce que le confinement arrive très vite par décider de se confiner ensemble en fait. Ah, c'est un truc de fou ça. C'est arrivé à plein de gens, hein, cette histoire. Ouais. C'est fou ce que le confinement a fait sur les rencontres amoureuses. Et c'est... T'as déjà vu Dragon Ball Z ? Ça te parle ou pas ? Évidemment. Dans Dragon Ball Z, il y a la salle du temps. J'ai 5 frères. Attention. Tu sais, il y a la salle du temps où ils vont quasiment à chaque fois qu'il y a un méchant s'entraîner, où en fait ça dure un jour dans la réalité, mais dans leur réalité à eux, ça dure pendant 1 an, tu vois. Donc en fait, ils ont le temps de s'entraîner très fort. Ils reviennent un jour plus tard où ils sont hyper forts, tu vois. Et en fait, ça faisait un peu ça. Ça faisait un peu la salle du temps pour ce jeune couple. Je crois même pas qu'on était en couple en fait, mais au fil de l'eau, on a fini par tomber amoureux en fait, à force d'être l'un sur l'autre et de s'entendre très bien et machin. Le truc qui faisait que ça déconnait un peu, c'est que cette personne était plus jeune que moi, elle avait 30 ans, et moi j'ai fait une vasectomie, je veux plus d'enfants en fait. Donc la question des enfants, on l'avait pas du tout abordée. Ouais, au début, ouais. Et bon, parce que c'était pas du tout le lieu, c'était pas vraiment l'objectif, et en fait on a fini par
passé 1 an à vraiment passer du bon temps et tout, jusqu'à ce qu'il y ait des complications dans le couple qui m'amènent moi à me dire, en fait, ça sert à rien bien sûr. de vraiment de persister, travailler, tu vois, sur le couple, etc. Parce que de toute façon, si ça tombe dans 2-3 ans, t'as envie de faire un enfant, et puis il faudra que t'ailles faire autre chose de ta vie, quoi, tu vois. Et donc je me suis retrouvé célibataire vraiment pour la première fois, parce que cette période de célibat a finalement duré assez peu de temps, où voilà, on fricotait à droite à gauche, etc. Et c'était hyper intéressant, vraiment, ce moment de célibat qui coïncidait en plus avec le reconfinement. C'est ça, c'est le double truc, quoi. J'ai vraiment eu un gros coup sur le casque pendant cet hiver là, tu vois, du mois de janvier jusqu'à à peu près mois d'avril-mai, quoi. J'ai daté des meufs, c'était trop marrant parce que j'habite pas trop loin du Père-Lachaise, et donc je leur proposais d'aller se balader au cimetière, ce qui pour moi est l'endroit vraiment le plus cool, le plus romantique ever. Trop bien, on faut juste pas faire la même promenade à chaque fois, là, c'est un peu naze, quoi. Mais justement, je découvrais plein de nouveaux J'ai découvert le Père-Lachaise. C'est très grand, hein. Ouais. Et en fait, oui, c'était un endroit où on pouvait se balader sans masque à l'époque, parce que c'était masque partout et tout. Tu croises pas grand monde, donc en fait tu peux te balader sans masque si tout le monde était ok pour se balader sans masque. J'ai même fini par faire des dates chez moi où je proposais aux filles de venir, en fait, et c'est un truc je crois que j'aurais jamais fait dans la vraie vie avant ça. Bien sûr, où je leur dis sinon je peux venir chez toi, c'est toi qui dis. Enfin bon, bref, c'était assez ouvert, et c'était marrant parce que de cette là ça ouvrait des perspectives. Bien sûr, il y a plein de gens qui ont daté comme ça, ouais. Et d'ailleurs, enfin voilà, aujourd'hui je me dis, mais en fait c'est nul de se dater dans un café, quoi, tu vois. À partir du moment où tu t'es marré avec quelqu'un et que tu sens que ça fit, parce que je suis du genre sur les apps, on en a pas parlé tout à l'heure, mais à rentrer direct dans les sujets, hein, tu vois, vraiment. D'ailleurs je le mets dedans, moi dans ma vie je fais des interviews, dans mon profil il y avait un truc du genre, dans ma vie je fais des interviews, et en fait j'espère que t'as pas peur de répondre à des questions, parce que j'en ai plein pour toi. Donc ça partait assez vite deep en général, ce qui pour moi était un très bon filtre aussi. Bien sûr. Et en fait là je suis sur une relation naissante avec quelqu'un, je ne sais pas où ça nous mène, c'est une relation à distance, cette personne vit à Lyon, je connais, elle a oui, il est à Londres. C'est encore un autre délire, Londres, hein, c'est pas vraiment pareil. Vive le Brexit. Voilà. Et en fait je crois que, comme tu disais, en fait, tout ce travail que j'ai pu faire sur moi depuis le mois de janvier, là, où je suis retourné voir ma psy, où j'ai parlé avec elle d'amour, tu vois, où elle m'a aussi ouvert les yeux sur un truc que j'avais pas fait, c'était le deuil de ma relation d'avant avec mon ex. T'avais pas fait le deuil ? Mais en fait, tu sais, comme je le racontais dans le premier épisode, comme on a eu tendance à se quitter de façon assez cool, si tu veux. Je crois qu'il y avait un truc où j'avais pas vraiment fait le bilan de où ça m'avait amené moi en tant que personne, qu'est-ce que ça fait de rencontrer quelqu'un quand t'as 17 et t'as 15 ans, là où aujourd'hui moi je me retrouvais face à des questions par rapport à l'amour avec un grand A, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et en fait, ma psy m'a dit un truc très fort. Elle m'a dit, mais en fait, t'as choisi à 17 ans de prendre le couloir le plus étroit possible par rapport à ce sujet-là, pour te poser le moins de questions possible, ce qui t'a pas empêché jamais de te poser des questions, ce qui t'a pas empêché de vivre des trucs géniaux avec ton ex, avec tes enfants, etc. Que tout ça soit très heureux, mais en fait là, d'un coup d'un seul, tu sors de ce truc-là, de ce couloir, et d'un coup d'un seul, les questions te reviennent à la face. Parce qu'elles ont jamais été... Elles ont jamais été traitées. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de pouvoir avoir une discussion qu'on n'avait jamais eue, notamment sur, tu vois, notre relation avec mon ex-femme. Et je crois aussi que ça m'a fait turbiner, quoi, tu vois. Et ce qui me permet de rencontrer cette fille aujourd'hui. Je crois aussi qu'il y a un truc à un moment donné qui nous amène tous les deux à nous rencontrer. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et le chemin. Mais je crois que tant que tu l'as pas vécu, c'est pas aussi sûr que ça. Tu vois, vraiment, moi, je l'ai découvert au fil de l'eau ok, il y a un moment donné où
notre rencontre ne se fait pas par hasard. Oui, bien sûr, il y a deux trajectoires qui se croisent, mais par contre, elles se croisent et il faut le voir. C'est ça. Et il faut le saisir, quoi. On s'est pas du tout rencontrés sur une appli, parce qu'en fait, on s'est rencontrés par hasard sur Instagram, mais moi, je ne drague personne sur Instagram. C'est pas un truc, tu vois, pour moi, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui draguent sur Instagram et qui disent, bah, nous, Instagram, c'est genre comme Tinder, quoi, tu vois, il y a des gens qui ont des relations comme ça. Okay. Moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est un lien avec ma commu, c'est un lien avec les gens, mais si tu veux, il y a eu ce truc très étrange où justement, on s'est envoyé des messages et c'est parti très vite dans une connexion assez folle. Et comme tu dis, on l'a saisi, quoi. Ouais, on l'a saisi, ouais. Salut à toutes et à tous, ici Fab du montage, en direct du montage tout simplement. Oui, je monte sur la plage. Voilà, on vous a dit que c'était un podcast de l'été. C'était juste pour vous dire que l'histoire dont je parle est terminée depuis et je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo sur ma chaîne YouTube puisque je suis en train de préparer une série de vidéos que j'ai intitulée La quête de l'amour. Voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'un an plus tard, je vois exactement en me réécoutant les histoires que je me racontais. C'est très intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire, je vous mets un lien vers ma chaîne YouTube si vous souhaitez vous abonner. J'y publie des vidéos très régulièrement. Et du coup, c'est plus juste une question de petits papillons dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Je pourrais pas exactement le décrire, mais je pense que quand tu chemines, d'un point de vue psy notamment, mais bon, il y a d'autres types de cheminement possibles, tu sens en fait, tu as les petits nœuds qui se défont à chaque fois et tu sens que tu es sur une trajectoire, que c'est pas n'importe quoi, tu vois. Et donc tu le sens très bien quand il y a une autre personne à côté de toi sur cette trajectoire-là. C'est hyper... c'est assez énergétique en fait. Hein. On le ressent l'un et l'autre. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'en parler l'un et l'autre de ce truc de... C'est quand même très étrange qu'on finisse par se rencontrer. Ouais. Il y a aussi un truc que je voudrais partager, c'est les circonstances de la façon dont on s'est... Les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, c'est... moi, assez rapidement... J'ai mis en place, je mets des schémas de projet. En tout cas, à l'époque, je fais vraiment en sorte de le faire beaucoup moins maintenant, mais je mets en place des schémas de projection où je suis tout de suite dans le truc de putain, en fait, ça marche trop bien avec cette fille et d'un coup d'un seul, bah ok, elle vit à Lyon, enfin, elle vit loin, c'est chiant. Ah, comment je vais faire, machin. Et donc deux choses. La première, c'est que j'ai fait un stage de développement personnel sur la peur. Avant ça, moi, je lui ai dit, écoute, c'est trop compliqué, vas-y, viens, on arrête de se parler, parce qu'en fait, c'est trop dur, quoi, tu vois. Ah ouais, ok. Ah oui, ok. Mais c'était un peu... Parce qu'elle était à Lyon ? Ouais, parce qu'elle était à Lyon, parce que sa situation personnelle était compliquée, parce que, tu vois, il y avait plein de choses qui faisaient qu'à un moment donné, je projetais ce truc de... c'est trop compliqué. Ouais, alors que c'était de la peur. C'était de la peur, et en fait, j'ai fait ce stage de développement perso sur la peur, là, et le mec explique tout simplement que la peur te coûte la vie. Bien sûr. Bien sûr. Et que, en fait, derrière chaque peur, il y a un désir. Ouais. Et qu'en fait, si tu vas chercher le désir derrière le truc, en fait, tu t'inventes une vie. Oui, c'est encore moi. Et bien voilà, je vous parlais tout à l'heure de ma chaîne YouTube. C'est l'occasion de vous dire que entre-temps, j'ai fait une vidéo dédiée à la peur et à cette histoire de désir caché derrière la peur. Vous entendrez d'ailleurs, je prends en exemple cette histoire avec cette géniale fille. Voilà. Je vous mets également le lien dans les notes, hein. Vous finissez par savoir comment ça marche. Belle journée et bonne continuation d'écoute. Sorti de là, en fait, je me suis dit, non, en fait, je crois vraiment que j'ai peur de tout ce qui va pouvoir se passer entre nous si jamais on va plus loin. Mais d'un autre côté, je désire trop voir qui elle est, quoi. Tu vois, je veux aller la rencontrer. Parce qu'en fait, on s'était juste parlé au téléphone jusque-là. Et on s'est vu sur un après-midi, tu vois. On a passé la soirée ensemble, on a passé la nuit ensemble. Enfin, la connexion a été explosive tout de suite, quoi. Tu vois, ça a super bien marché.
Le deuxième truc, c'est que quand juste après ça, tu vois, donc je suis sorti de cette idée de fantasme, tu vois, vraiment cette fille, elle existait, je voyais qui elle était, on s'était rencontrés, on avait couché ensemble, c'était super. Et tout de suite, je suis allé voir, je commençais à mettre en place des plans, quoi. Ouais. Et ma psy m'a dit un truc génial. Elle m'a dit, va faire de la balançoire. Je fais quoi? Va faire de la, ou va à la piscine. Je me dis, pourquoi tu dis ça? Elle fait, mais laisse-toi porter. Ouais. Et si tu veux, ça m'a fait un déclic dingue. Ouais. Parce que dans ma vie, je me laisse pas porter. Bah oui, ouais. Toi, t'es brainy, quoi. Il faut que ça. Ouais, il y a le plan, l'objectif, tac. Voilà. Rétro-planning. Pas trop rétro-planning parce que je suis pas très bon orga. On passe la seconde, la troisième, et etc. Ouais. Et en fait, c'est totalement différent. Et ça m'a libéré d'un truc. Ah, mais ça, c'est sûr. Alors, ça m'empêche pas, tu vois, de continuer à projeter des trucs et tout. Parce qu'on est programmé pour ça. J'essaie de faire très attention à pas tomber là-dedans et à pas flinguer le moment présent, en fait. Ouais. À cause de ça, en fait. Tout simplement. Ouais. Mais c'est sûr qu'on est programmé pour ça, hein. Le cerveau, il a besoin d'être tout le temps rassuré. Donc faire des plans, c'est rassurant. Et moi, par exemple, avec Jerry, donc lui, tout d'un coup, j'étais avec un mec qui avait 13 ans de plus que moi. Il vit à Londres. C'est sûr qu'on va pas avoir d'enfants. Donc, en fait, très très tôt, il a fallu que je me dise, ok, donc là, c'est terminé. Est-ce que si jamais dans 3 ans, c'est fini, est-ce que tu regretteras ton choix parce que dans 3 ans tu pourras plus avoir d'enfants, quoi. Et je me suis dit non, mais en fait c'est l'aventure que je dois vivre maintenant, donc non, je le regretterai pas même si on se sépare dans 3 ans. Et donc je suis partie à l'aventure avec Jerry. Et puis il y avait un truc aussi, je pense, qui m'a peut-être sécurisé finalement, c'est que lui vivant à Londres, moi vivant à Paris, on n'avait pas besoin de refaire famille. Et ça, c'est un truc sur lequel du coup je pourrais pas apporter d'aide, tu vois, pour les personnes qui refont famille, sur les familles recomposées et tout. Mais nous, ça nous a et tu vois, on a tenté, tu vois, de partir en vacances tous ensemble. J'ai même fait des vacances avec sa famille et son ex-femme et le mari de son ex-femme et enfin, tu vois, on a vraiment tenté des trucs, quoi. Deep. C'est une aventure. Putain, l'aventure. Ok, je dois dire oui à ça. Allez, on tente. Mais pourquoi Non, mais parce qu'en fait, eux, ils voulaient tenter de partir tous ensemble en vacances. Okay. Et Jerry pouvait pas imaginer le faire sans moi. Ok. Et en fait, il y avait des pour et des contre, mais le principal contre, c'est que tout le monde voulait faire en sorte que ça se passe bien, ce qui est très très bien, mais c'est pas des conditions de vacances, quoi. Tu vois, quand tu pars en vacances, t'as besoin d'être maxi relax, et t'as surtout pas besoin d'être là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est juste de faire ça, est-ce que c'est pas juste, etc. Donc c'est trop compliqué, mais c'était pas une histoire de mauvaise entente. Et en fait, on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin de refaire famille. Que lui, par la force des choses, quand il vient à Paris, c'est parce que moi je peux pas venir à Londres, c'est parce que j'ai mes enfants. Donc en fait, il connaît très très bien mes enfants, et donc il est une figure paternelle dans le sens d'un beau-père, même par intermittence, surtout depuis le Covid, tu vois. Oui. Mais ça reste une figure adulte, masculine dans les parages, et qui est imposante en plus, donc enfin tu vois, qui a quelque chose à raconter ou à inspirer, mais que tu vois, moi je serais jamais la belle-mère de ses filles, hein. Il a 2 filles, je les ai connues, elles commençaient déjà leur adolescence, elles étaient déjà éduquées, donc elles avaient pas besoin d'une belle-mère en fait, et moi je n'avais pas besoin de belle-fille. Donc on s'aime beaucoup, tu vois, on a du plaisir à se voir, et même ça on a dû quand même faire des efforts, mais on n'a pas cet impératif, et du coup tout notre focus et toute notre attention, elle est sur notre relation. Et ça aussi, tu vois, on parlait d'alternance, semaine A et semaine B, mais moi j'ai cette couche là en plus de semaine A et semaine B. La semaine B, il y a aussi une partie où je suis avec Jerry et il est avec moi, et tout
toute la relation devient un trésor. Donc, tu vois, au début, par exemple, on avait l'impression de se rencontrer à chaque fois parce que à chaque fois, c'était un déplacement dans un autre pays, que ce soit en France ou en Angleterre. Du coup, c'était un temps où on essayait de moins travailler et en fait, on avait un temps fou à deux. Tu vois, par rapport à des gens qui emménagent ensemble, mais travaillent 8 heures par jour tous les jours et ensuite doivent faire le bain, doivent machin truc. En fait, on avait un temps d'amoureux qui était incroyablement long, quoi, et super précieux. Donc ça nous a beaucoup aidé dans la relation. Et donc voilà, je peux pas aider les familles recomposées, mais peut-être que ça aide quand même de se dire, mais il n'y a pas qu'une seule manière de faire couple. Voilà, il n'y a pas qu'une seule manière, quoi. Et vivre séparément, ça peut être génial. Ouais. Carrément. Moi, je te dirais, mais t'as l'air d'avoir développé tout un tas de skills en rapport avec ça. Ouais. Alors, il y a des moments où c'est difficile. Quand il y a coronavirus, putain, c'est horrible, quoi. T'es loin, là. Ah bah oui, t'es loin. Quand t'as le Brexit qui vient par-dessus, c'est vraiment... c'est très très dur. Ou quand on vient de s'engueuler et que t'as l'Eurostar qui t'attend pas, tu vois, c'est super dur. Donc il y a plein de moments où c'est vraiment épineux et où on est vraiment pas content de pas vivre ensemble. Mais en tout cas, là sur les 5-6 premières années de notre relation, moi ça a construit un truc très vertueux. De chaque chose à sa place. Tu vois, chaque temps est précieux. Vivre avec mes enfants, je veux le faire à fond. Vivre seule avec mes copines, je veux le faire à fond. Vivre avec mon mec, je veux le faire à fond. Je veux que tout soit... Voilà. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez intense et de très chaotique, très très chaotique, le fait qu'il y ait des espaces séparés, des espaces-temps séparés, comme ça m'aide énormément. Ah, c'est cool. Je crois que c'est un bon conseil. De faire un peu comme vous le voulez, quoi. Ouais. En tout cas, il y a plus de champs possibles et de modèles possibles que nécessairement tu sais, c'est ce que Victoire Toillon avait appelé l'escalator de l'hétérosexualité. Donc un premier date, un deuxième, après on couche, après on tombe amoureux, après on se marie, après on emménage ensemble, après on fait des enfants et tu vois, t'as une sorte de programme qui est déjà tout écrit et là-dedans il y a beaucoup de pièges quand même. Oui. Il y a beaucoup de pièges et en fait on n'est pas obligé. Dans lesquels on est tombé d'ailleurs. Dans lesquels. Alors je sais pas si on est tombé là-dedans et en même temps voilà on ressort avec une relation avec qui est géniale, avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui a une existence et qui est belle comme ça. On a 2 enfants, donc je regrette pas un instant. Tu vois, ça aussi ça peut être un piège d'attendre que ce soit prêt, quoi. D'attendre le bon moment, d'attendre qu'on soit bien mature, d'attendre que toute ta carrière soit super lancée, d'attendre, mais en fait non, quoi. Vous serez jamais prêt. Non, on n'est jamais prêt. Donc je regrette pas d'avoir grimpé l'escalator, mais du coup je suis contente d'être en dehors maintenant. Oui, on a plusieurs vies, hein. Bah, c'est tout le concept du podcast. Oh, yes. Mais oui. 2e, 3e, 18e. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. Ou il y avait d'autres choses dont tu voulais causer encore? Non, moi ça me va sur l'amour. Bien, l'amour. Mais voilà, en tout cas, plus on s'aime et plus on attire des personnes plus on différentes. S'aime soi. Ouais, plus on s'aime soi, ouais. Plus on s'aime soi, plus on attire des gens qui vont être alignés avec qui on est, je crois. Ouais. Vraiment. Ouais. Et c'est un bon moment de cette période post-rupture de réfléchir à ça justement, même si c'est très inconfortable. Vraiment, enfin, moi, très dur. J'y suis encore dedans. C'est pas, c'est très, pas très sympa. dur. C'est pas cool, hein. Tout ce truc de hyper bisounours, on va parler aux dauphins, etc., sur l'amour de soi. C'est pas ça, hein. C'est un chemin qui est vachement dur et pour lequel on a tous besoin d'aide. Donc, demander de l'aide. Il y a plein de mains tendues, il y a plein d'experts, il y a plein de thérapeutes, et puis il y a aussi des amis ou des gens qui ont une expérience qui vaut vraiment la peine d'être écoutée, quoi. Puis il y a notre podcast. Et puis il y a notre podcast, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Quel talent.
Bon, si vous avez des choses, des expériences à partager, si vous avez appris des choses sur ce chemin de la découverte du nouvel amour, Ouais. ou de retomber amoureux, Ouais. ou de l'amour de soi, Ouais. n'hésitez pas à envoyer une note vocale. Vous savez comment faut faire maintenant, j'espère. Au bout d'un moment, là, on finit par le répéter. Bien sûr. Vous cliquez sur le sur le lien, dans les notes du podcast pour enregistrer. Vous appuyez sur le bouton Start Recording, ça marche trop bien. Et puis, ou sinon, vous m'envoyez un mail sur vocal@fabflorent. Vous m'envoyez une petite note vocale que vous faites avec votre téléphone de type smartphone. Type smartphone. Et sur l'adresse email vocal@fabflorent.com, FABFLORENT. Voilà, c'était exactement ce que je voulais dire. Je m'arrête maintenant. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Et puis, rendez-vous dans le Prochain épisode. Sur quoi? La relation à l'autre, à son ex-conjoint. À son ex-conjoint. Ok. On boucle là-dessus, je crois. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci Maï. Merci Fabrice.